Bonjour, comme promis, aujourd'hui on fait l'analyse du moteur Audi de la RS3. Donc c'est le TFSI 2,5 litres. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde un peu ses caractéristiques. Donc c'est le moteur DASA. C'est un 5 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2480 cm3. Alors c'est un 5 cylindres en ligne, hein. Audi a une tradition bien sûr de moteur 5 cylindres, hein. Euh, depuis le groupe B et même avant. Alésage course 92.5, 82.5, 92.8, donc c'est un moteur longue course. Un rapport volumétrique de 10 à 1 pour une pression de suralimentation de 1 bar 35. Donc c'est des rapports volumétriques ça qu'on trouvait il y a encore 20 ans sur des moteurs atmosphériques, hein. Et aujourd'hui, on trouve ça sur des moteurs turbo. Donc la pression de sural, c'est 1,35, c'est une pression relative, bien sûr, hein. Donc ça s'ouvre quand même relativement fort. Le régime maxi, 5850 tours, et avec une courbe de puissance qui est constante jusqu'à 7000 tours minute. Voilà, donc c'est un moteur qui peut prendre des tours. Puissance maxi de 400 chevaux et un couple maxi de 480 chevaux. De 480 Nm, bien sûr. L'injection, c'est une injection. Alors, il y a une double injection directe et indirecte dessus, hein, donc avec un injecteur dans la chambre et un injecteur dans la tubulure d'admission. Une distribution avec le système valve lift sur les cames d'échappement. Voilà. Donc, ça nous donne une puissance au litre de 160 chevaux-litres. Donc, pour rappel, le moteur BM M3, il était à la même puissance, 160 chevaux-litres. Et le Mercedes AMG qu'on fera la prochaine fois, il est à 210 chevaux-litres. Je vous ai mis un autre élément de comparaison, là, la PME, la pression moyenne effective. C'est la pression qui s'exercerait virtuellement sur le piston pendant toute la course de détente pour arriver au même couple que le couple indiqué. Voilà. Donc on a une PME de 24,32 bars. Bon, c'est des valeurs énormes, hein, voilà. Un moteur atmosphérique, on est plutôt à 11-12 bars de PME, 13 bars de PME. Voilà. On reparlera de cette PME. Alors, qu'est-ce qu'il y a de notable sur ce moteur Audi? Eh bien, comme tous les moteurs modernes, deux aspects ont été traités, la réduction des frottements et l'augmentation de la pression de turbo et de la pression d'injection. Alors évidemment, tous les moteurs modernes, là, il y a un souci permanent de réduire les frottements, hein, parce qu'évidemment, quand on réduit le frottement, mais c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas pour mouvoir les pièces, et donc c'est de l'énergie qu'on peut récupérer. Donc soit c'est bon pour la consommation de carburant, soit c'est bon pour la performance. Voilà. Alors le bloc moteur, c'est comme tous les blocs aujourd'hui, hein, c'est un bloc en aluminium, mais alors avec des chemises en aluminium mais traitées, parce que si les chemises étaient en aluminium, ça durerait pas très longtemps, hein, ça s'userait très vite. Donc chaque fois, les chemises sont traitées. Donc là, c'est traité au plasma atmosphérique. Alors, le plasma atmosphérique, c'est pas un traitement, c'est la façon dont on applique le traitement. Mais sur ces moteurs-là, ben, je sais pas comment, avec quoi c'est traité, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc chez les autres constructeurs, on a une idée un peu de ce que sont les traitements. Là, on sait pas. Bon, il y a quelque chose qui les rend très durs. Voilà. La partie supérieure du carter d'huile est en magnésium. Donc en fait, avant la plaque de carter d'huile, ici on a une entretoise qui est en magnésium. Donc bien sûr le magnésium est un matériau extrêmement léger. Alors ce qu'on peut remarquer là, c'est les vis qui sont sur le côté. Donc pour les chapeaux de Villebrequin, là, on a bien sûr des vis traditionnelles qui sont dans ce sens, et puis Audi a rajouté des vis dans ce sens-là aussi, pour rigidifier l'ensemble. Parce qu'évidemment, les contraintes doivent être extrêmement importantes, et donc il faut bien que quelque chose absorbe ces contraintes. Le Villebrequin est en acier forgé. Alors, il est percé, c'est-à-dire que ici, là, les tourillons et puis les manetons sont creux. Hein, il y a des allésages pour réduction de poids. Alors Audi estime que c'est un gain de 1,5 kg. Donc un Villebrequin, c'est entre 15 et 20 kg. Bon, voilà, c'est pas mal.
Les coussinets ont un revêtement Irox, donc c'est du polymère, donc ça permet une réduction des frottements et ça permet de faire fonctionner le moteur avec une huile plus fine, avec un grade moins élevé, et donc ça va moins résister. C'est aussi dans un but de réduction des frottements, comme toujours. Sur l'équipage mobile, voilà ce qu'on peut dire. Les bielles sont en acier forgé et les pistons en alliage d'aluminium. Alors j'ai pas trouvé là si c'était des pistons forgés ou coulés. On sait pas. Voilà, c'est un alliage d'aluminium. Très bien. Les bielles, elles, sont forgées pour sûr. L'axe de pied de bielle est traité au nitrure de molybdène. Donc toujours pareil, hein, ça permet d'avoir des surfaces qui frottent très peu, le coefficient de frottement est faible. Du coup, ça permet de pas trop soigner le graissage à ce niveau-là, et puis ça fonctionne quand même, et puis de réduire un peu les frottements. La jupe du piston est traitée au graphal, bon, comme d'habitude, hein, c'est ce revêtement noir là qu'on a l'habitude d'observer sur les jupes de piston. Et alors une particularité, le premier segment est inséré dans un anneau porte-segment solidaire du piston. Alors c'est ce qu'on voit ici, là, on voit le segment, ici, le premier, et puis il y a un anneau porte-segment inséré dans le piston. Bon, voilà, j'ai pas trouvé pourquoi cette technologie, à quoi elle servait. On imagine que ça permet de moins user le piston parce que le segment doit battre pas mal. Enfin bon, je ne sais pas. Aucune information là-dessus. Très bien. Donc la culasse et la distribution. Donc la culasse est montée avec des vis ultra résistantes. Voilà, c'est ce que nous dit Audi, mais on ne sait pas de quelle classe. Hein. C'est pas trouvé d'informations là-dessus. Et un joint de culasse 5 couches pour pallier l'augmentation des pressions de pointe. Oui, évidemment. On doit avoir des pics de pression assez importants lorsque la combustion se déroule. La distribution est entraînée par chaîne. Elle comporte un déphasage sur les poulies d'admission et d'échappement, ainsi que le système valve lift sur l'arbre à cam d'échappement, qui fait varier la durée d'ouverture de alors c'est ou 200 degrés ou 270 degrés. Voilà. Donc, alors, le moteur BM, la dernière fois, on avait vu qu'on faisait varier l'ouverture des soupapes et le temps d'ouverture de la soupape d'admission. Là, le système, il est monté que sur l'échappement. Et on a deux cams. Donc, on va le voir tout de suite, ce système. Voilà, on a deux cams qui sont montées côte à côte. La première, la deuxième. Alors, on a une cam contour puissance et une cam charge partielle. On les retrouve ici, là. Hein. Charge partielle, c'est la verte. On a donc une ouverture de 200 degrés de vilebrequin. Hein. On ouvre la soupape pendant 200 degrés. Et puis, on a le contour cam puissance, où là, on va ouvrir 270 degrés de vilebrequin. Voilà. Donc, c'est cet actuateur-là, avec deux pions, là, qui tourne, qui effectue une rotation quand il est commandé et qui va pouvoir déplacer l'ensemble des cams là, à droite ou à gauche. Donc on va sélectionner ou la cam de puissance ou la cam charge partielle. Alors bon, c'est étonnant que ce soit sur l'échappement, mais en fait on va gérer ça en même temps que l'injection. Et donc on dégrade pas le cycle, mais on améliore le cycle ou pas, quoi. Alors voilà ce que ça nous donne. On a l'échappement et l'admission. Alors vous voyez que l'admission, en fait, puisqu'on n'a pas le système, on a une ouverture constante, hein, donc on a une levée constante, plutôt 10 mm de levée, et puis il n'y a que le déphaseur qui intervient. Donc la levée... Ah non, la levée d'admission, c'est ça. Donc c'est 10,7 mm de levée d'admission. Et puis, on est en levée d'admission 195. Ah oui, oui, la durée d'admission est toujours la même, c'est 195, mais on peut la décaler de 50 degrés avec le déphaseur sur l'arbre à cam. Hein. Donc ici, 50 degrés de plus ou de moins. Voilà, ça c'est l'admission. Et puis l'échappement, donc on a la cam 200 degrés en gris là, qu'on peut décaler de 42 degrés grâce au déphaseur, et puis la cam 270 degrés, qu'on peut décaler aussi de 42 degrés grâce au déphaseur. Voilà.
Donc on va jouer là avec tous ces diagrammes d'admission et on peut, en fonction de ce qu'on recherche, de la puissance, de la charge partielle, de la consommation moindre, etc., mais adopter une stratégie ou une autre pour avoir l'échappement et l'admission d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, ensuite, l'injection directe et indirecte. Alors, on a les deux types d'injection montée. Hein. Vous avez ici l'injecteur dans la chambre et l'injecteur dans la tubulure d'admission. Avec des injections, alors des pressions d'injection. En direct, on est à 350 bars et en indirect, on est à 7 bars. Donc, on voit ici l'injecteur indirect dans la tubulure. Et puis, ce qu'on remarque dans cette tubulure, c'est bien sûr un volet de tubulure hein, qui permet de générer des turbulences. C'est ce qu'on appelle le tumble. Donc, le tumble, en fait, c'est faire en sorte que la charge qui est admise dans le cylindre se mette à tourner hein, pour pouvoir brasser au maximum le mélange, ou faire un tourbillon d'air pour que quand on injecte l'essence, eh bien, on ait un mélange homogène. Voilà. Donc on a les deux configurations là. Quand le volet est fermé, donc l'air passe au-dessus, et puis on va générer un tourbillon, et puis le volet est ouvert et l'air passe sur les deux côtés. Bon voilà. Donc ces systèmes-là, ils fonctionnent très très bien, hein, ça permet de faire des charges partielles et de diminuer la consommation. Alors bien sûr, quand on est en recherche de performance, évidemment, c'est pas forcément le mieux ça. Bon, par ailleurs, en réparation, on a déjà vu des volets se détacher et puis aller gentiment dans le cylindre faire des dégâts. Alors je ne sais pas si ça arrive sur ces moteurs-là, hein, mais sur d'autres moteurs, on a vu ça, bien sûr. Alors, 3 phases de fonctionnement. L'injection simple haute pression, donc on injecte dans la chambre de combustion. L'injection double haute pression, donc ce sera charge stratifiée. Alors, injection double, ça veut dire que on envoie une petite quantité d'essence, puis après... Alors, qu'on va sans doute allumer en premier, puis après, l'injection principale qui va extrêmement bien brûler parce qu'on aura déjà commencé la combustion. En général, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, l'injection combinée, injection directe et indirecte dans la tubulure. Voilà. Donc là, c'est plutôt quand on est en recherche de performance, là, et que on veut toute la puissance. Quelques éléments là sur le graissage de ce moteur. Donc on a une pompe à huile régulée en débit, hein, comme aujourd'hui beaucoup de moteurs. Donc vous voyez là avec le corps qui peut se déplacer et on fait varier en fait les capacités là de la pompe à huile. Donc jusqu'à un certain régime, 2000 tours. Ou 2500 tours, on met peu de pression d'huile et puis comme ça mange pas trop d'énergie, puis après on augmente au fur et à mesure la pression d'huile, donc il peut y avoir des seuils ou alors il y en a que deux, bon ça dépend. Et puis je voulu vous mettre le dessin de ce bloc là qui intègre le filtre à huile. En fait ce qu'on remarque ici ce sont des clapets anti-retour, hein. Clapet anti-retour du flux principal d'huile, clapet anti-retour de culasse. Donc en fait, ces clapets, c'était juste pour vous indiquer que quand on démarre le moteur, bien sûr, la pression d'huile se met en... La pompe à huile génère de la pression d'huile passe dans tous les conduits, voilà. Et quand on arrête, eh bien si on ne veut pas que tous les canaux d'huile se vident de leur huile et qu'au prochain démarrage, on ait un fonctionnement pendant quelques secondes sans huile, eh bien on met des clapets anti-retour qui empêche l'huile de retomber en fait. Donc dans les canaux d'huile du moteur, on a toujours de l'huile. Elle n'est pas sous pression, hein, mais on a de l'huile. Et au prochain démarrage, eh bien, ce sera extrêmement facile de la remettre sous pression en un temps très court et d'assurer le graissage de ce moteur. Voilà. Comme tous les moteurs aujourd'hui, et puis tous les moteurs haute performance, le refroidissement était particulièrement soigné. Alors,
Évidemment, une des choses qui ont évolué pas mal, c'est le refroidissement des chambres de combustion, hein. Aujourd'hui, souvent, autour de la bougie, on a des chambres d'eau là qui sont très très proches et on vient refroidir la bougie et la chambre ou des fois la soupape d'échappement pour vraiment essayer de diminuer le cliquetis en fait, hein. Donc le cliquetis, il va se produire avec des hautes températures. Donc si on arrive à limiter au mieux la température, on sera moins sujet au cliquetis, on pourra mettre plus de pression, plus d'avance, etc. Bon. Sur ces moteurs-là, c'est quand même important. Alors en 7, on voit un radiateur eau-huile. Donc en fait, on a un refroidissement de l'huile, hein, grâce au système d'eau. Bon voilà, un refroidisseur huile-eau. Circulation dans le corps du turbo. Donc on refroidit le turbo avec de l'eau aussi. Refroidissement d'huile de boîte. Donc ça c'est pour les boîtes automatiques. Et puis 14, 13 et 12, refroidissement moteur. Donc on voit là, c'est 3 radiateurs, hein. Donc un radiateur principal et puis 2 radiateurs qui doivent être, j'imagine, sous les ailes, là, enfin derrière le pare-choc, devant la roue. Voilà. Et puis on va pouvoir ouvrir ou pas en fait ces radiateurs en fonction de la chaleur à dégager. Donc la pompe à eau est débrayable, ça veut dire qu'on peut la mettre en route ou pas, et ça permet un réchauffement rapide du moteur au démarrage. Donc aujourd'hui quand même, au vu de l'utilisation des voitures, il faut que le moteur monte très vite en température, hein. Donc là, on n'aura pas d'alimentation dans le circuit d'eau. Alors d'habitude on a un thermostat, mais là c'est encore plus poussé que ça, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas la pompe à eau qui va démarrer au départ, de façon à ce qu'on ait une température qui monte rapidement. Et puis après, en général, maintenant, sur les moteurs modernes, on gère différemment la température de culasse de la température du bloc, hein. On s'arrange d'abord pour que la culasse soit à température, parce que c'est là qu'on va générer la combustion. Alors si on est trop froid, la combustion va mal se dérouler, et si on est trop chaud, c'est pareil, on aura des problèmes de cliquetis, etc. Donc vraiment, le point important, c'est la culasse, où il faut gérer au mieux la température, puis après on gère la température du bloc. Voilà. Et enfin, pour finir, un petit point sur le turbo et l'échappement. Suralimentation, pression maxi 2,35, donc là c'est la pression absolue. Donc en pression relative, on est à 1,35, hein. On a un turbo à double volute, c'est-à-dire qu'on a deux canaux d'échappement qui arrivent, donc une volute pour 3 cylindres et une volute pour 2 cylindres, hein. Alors évidemment, là sur les turbos comme ça, on fait attention à ce qu'on prend comme cylindre, à l'ordre d'allumage, hein, pour que les bouffées d'échappement arrivent bien les unes après les autres, hein, voilà. De façon à ce qu'on n'ait pas tout d'un coup plein de bouffées d'échappement et puis après rien du tout. Donc on s'arrange en fonction de l'ordre d'allumage pour envoyer les bouffées d'échappement au turbo. Température maxi que peut prendre ce corps de turbo, c'est 1000 degrés. Voilà. Donc évidemment, sur ces moteurs très poussés, là, quand on est pleine charge pendant un temps certain, eh bien évidemment, on a un dégagement de chaleur conséquent. Et donc il faut pouvoir prévoir ça et tenir là-dessus. Bon, voilà. Sonde lambda évidemment, des catalyseurs en aval métallique et des silencieux, ok. Et puis je crois que sur les RS3 on a aussi des clapets dans le pot d'échappement là, pour changer la sonorité. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire du moteur de la RS3. Donc là aussi un moteur extrêmement poussé avec des performances exceptionnelles et puis tout ce qui va bien dedans, quoi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce. Merci, au revoir.